On entend souvent dire que le métier de dev est un métier d'artisan car au final très manuel et dans la construction. Ici, on y répond parfois que c'est un métier d'artiste car très lié à de l'inspiration et de la création. Pour enfin répondre au débat, cet été, nous allons rencontrer des artisans et des artistes pour savoir comment ils travaillent et quelles sont les similarités entre nos métiers. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions imagées, je ne reçois pas Bob Ross, mais elle s'y connaît en méditation. Julie, bonjour. Bonjour, enchantée. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Julie, la première question que j'aurais pour toi, c'est déjà toi, est-ce que tu te définis plutôt comme artisan ou comme artiste ? Alors moi je me définirais plus comme artiste, tout simplement parce que je développe mes propres projets et ça part vraiment d'une intention, plus, voilà, comme tu dis, de l'inspiration, des croisements de genres, une envie de partager quelque chose avec le public. Voilà, je me sens plus artiste en tout cas. C'est intéressant, parce que tu évoques le public assez vite. Est-ce que pour toi c'est aussi une des distinctions entre l'artisan et l'artiste ? C'est que l'artiste il va offrir quelque chose au monde, là où l'artisan, entre guillemets, il offre quelque chose à un client qui lui a demandé. Oui, je pense. Enfin, c'est vrai que moi, en tout cas, je me préoccupe beaucoup du public. Surtout que moi, j'ai un public très varié. Disons que j'ai un peu une intention de faire quelque chose pour, je sais pas moi, la Gaîté Lyrique ou Beaubourg, des expositions grand public, mais voilà, avec une certaine exigence et voilà, une certaine façon de faire. Et en même temps, j'aime bien travailler voilà, dans des petites médiathèques de quartier, en banlieue, voilà, donc des publics très variés. Mais effectivement, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Est-ce que du coup, tu peux aussi nous parler un petit peu de ton art qui touche à beaucoup de domaines différents, Ouais. un peu à notre métier, nous, de dev. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc déjà de qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à ce médium-là de communication ? Oui, alors donc moi à la base, donc, je suis illustratrice et autrice pour livres. Voilà, j'ai une formation en images imprimées aux arts décoratifs. Donc c'est vraiment toute la technicité, toute la fabrication d'un livre, donc de l'illustration, du graphisme, de l'écriture, tout. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est jeux vidéo, livres combinatoires, cinéma. Voilà, j'avais envie que ça bouge. Et du coup, de fil en aiguille, tout simplement, j'ai commencé à bidouiller, à travailler avec des développeurs, des game designers, des musiciens. Et puis, petit à petit, ma pratique a évolué, je dirais. Et maintenant, je suis sortie en fait, du livre pour faire plus des expositions interactives. Voilà, je fais beaucoup de réalité augmentée, j'ai fait un peu de réalité virtuelle, beaucoup d'applications aussi. Voilà, mais après, je trouve que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment on raconte une histoire, comment on partage une expérience avec le public. Et je dirais que cette forme d'interaction, en fait, elle est présente dans des livres un peu à système, dans des livres un peu ludiques. Et on retrouve ça en fait dans des expériences numériques, dans de l'art numérique. Quand tu parles de livres à système, tu parles des livres dont vous êtes le héros, par exemple ? Voilà, alors ça c'est vraiment mon dada, j'adore ça. Ouais. Le livre dont vous êtes le héros, moi j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Tout ce qui est livres combinatoires, les livres puzzles, je sais pas, tout ce qui est jeux de plateau aussi, c'est assez chouette. Tout ce qui est BD un peu rigolote. Moi je suis très Oulipo aussi, donc je sais pas si tu vois ce que c'est que l'Oulipo, mais il y a aussi l'Oubapo. En gros, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Donc en gros, on va se mettre des contraintes, se mettre des règles un peu absurdes, c'est-à-dire, je sais pas, écrire un roman en enlevant la lettre E, par exemple, ou... Voilà, il y a plein de règles, mais je trouve ça assez intéressant pour qu'est-ce que ça amène en termes de processus créatif. Et ça, on en avait parlé quand on s'était appelé, mais c'est un peu une façon en fait, de s'enlever plein d'automatismes qu'on a. C'est-à-dire que moi, en tant qu'illustratrice, j'ai beaucoup d'automatismes. C'est tout bête, mais toutes les images que je vois, sans faire exprès, je reproduis la même chose. Alors que si je me mets une contrainte, je dirais utiliser tel pliage ou tel autre pliage, ça va me pousser à faire quelque chose de nouveau. Alors effectivement, ça c'est un des trucs que j'adore faire, c'est proposer un usage qui est un peu nouveau, bien mêler l'histoire que je veux raconter avec l'objet livre ou l'expérience que je veux, les outils que je vais utiliser.
Voilà. Après, moi, dans ma pratique, je fais des choses assez différentes dans le sens où je fais autant des vitrines en papier pour Hermès que des livres pour enfants, que des applications en réalité augmentée. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais globalement, voilà, je dirais que c'est très papier et très numérique. Ok. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu évoques cette notion de contrainte qui te permet du coup d'avoir de t'abstraire de tes réflexes. Et en même temps, on pourrait se dire qu'une des différences entre l'artisan et l'artiste, c'est que l'artiste, il a plus de liberté que l'artisan qui doit en fait réaliser un chantier précis. Tu vois, on a reçu effectivement Steph Faria qui est menuisier. Lui, il doit faire une cuisine qui rentre dans une pièce. Tu as des contraintes fonctionnelles qui sont importantes. Tu as un chantier précis, tu vois. On pourrait dire que l'artiste, tu vois, il a plus de liberté. Et toi, en fait, ton côté artistique s'exprime quand justement tu t'ajoutes une contrainte. Oui, c'est ça. Effectivement, bon, après l'artisan, je vais t'avouer que je me sens quand même... Enfin voilà, quand on en a parlé, l'artisanat, moi je m'inspire beaucoup de la mode, beaucoup de métiers d'art, enfin, je trouve que c'est assez beau. Effectivement, ce que je trouve beau, par exemple, un menuisier, comme tu dis, il est soumis à la matière. Et c'est vrai que moi, c'est un peu la même chose. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait beaucoup de réalité augmentée, j'ai une application qui s'appelle Ouramado avec des personnages à trouver dans la ville. C'est tout bête, mais au niveau illustratif, beaucoup de gens me disent « Ah, mais c'est super ce que tu as trouvé ». En fait, c'était une contrainte où juste pour que ça se reconnaisse bien, tu sais, c'est des systèmes de points voilà, de reconnaissance d'image. Donc, j'ai fait vraiment des patterns, en fait, qui se reconnaissent bien. C'est bête, c'est une contrainte, mais au niveau graphique, il faut voir comment ça se mêle bien. Ouais. Mais voilà, j'ai aimé cette contrainte. Les gens ne le remarquent pas, mais ça propose... voilà, ça m'a permis de faire une vraie écriture graphique un peu nouvelle, quoi. Tu vois, ce qui était marrant, c'est que j'ai reçu aussi Kat de Blois, qui est donc chorégraphe et qui a travaillé chez Disneyland Paris pendant 25 ans. Et elle expliquait ça aussi, en fait. Elle disait elle expliquait qu'elle a différents types de projets, différents types de créations. Et elle expliquait que notamment que quand tu es chez Disney, tu as un cahier des charges hyper précis. En fait, ta parade, elle part de là à là, elle doit durer tant de temps. Tu dois exploiter tel genre de personnage, tel personnage. Il faut que ce soit visible par tous les enfants du monde entier, de toutes les cultures. Il faut que ce soit apprécié par tout le monde et toléré par tout le monde. Donc, tu as un ensemble de contraintes. Et ce qu'elle explique, c'est que justement, quand tu as un ensemble de contraintes qui sont bien précises, bien cadrées, que tu as un projet qui est bien cadré, ben en fait, tu as un espace de liberté qui est hyper défini et tu peux t'éclater à l'intérieur de ce cadre-là. Alors que quand tu n'as pas cette contrainte, ben en fait, comme tu peux quasiment tout faire, ben, tu ne sais pas trop où aller, quoi. Exactement. Tu peux tout faire, donc tu peux rien faire. C'est ça, en fait. Je pense que c'est presque... Voilà, quand je travaille avec des étudiants, c'est un peu la même chose. Si je leur dis « Faites tout ce que vous voulez, page blanche », ça fait un stress incroyable. Par contre, si je leur dis « Voilà, utilisez telle couleur ou telle couleur sur tel sujet, tel thème », ça donne un cadre. Et c'est très agréable, en fait, quand on a des guides et on peut s'amuser dans les guides. Moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que... un peu, je pense que voilà, quand on travaille pour Disneyland Paris, ou Disneyland de manière générale, en fait, de faire quelque chose qui marche pour toutes les cultures, qui est assez capé en termes de temps, d'espace, c'est assez agréable parce qu'en plus, on se dit qu'on peut le décliner, le reproduire à l'infini. Moi, c'est un peu la même chose quand je travaille... Voilà, par exemple, quand je fais des expositions, je sais qu'elles vont être diffusées potentiellement par l'Institut français, donc dans plein de pays du monde. J'essaie de prendre un sujet qui est assez universel. Par exemple, je dirais les esprits de la nature. Je ne vais pas m'inspirer que d'une seule culture. Je vais essayer de faire en sorte que voilà, pour un public africain, un public en Asie, en Occident, que ça fonctionne bien, que ça se mêle bien et que ça vienne interroger un peu une sorte de capital commun, voilà, un peu mystique. Mais j'aime bien faire ça. Pareil, quand je travaille pour des vitrines, c'est tout bête, mais quand on travaille dans le luxe, c'est vraiment le truc doit être nickel. Mais en même temps, on va penser à comment le reproduire pour des enfants, pour faire des ateliers. Voilà, c'est un peu le changement d'échelle est assez cool. Ouais, j'imagine. Nous, il y a un truc qu'on retrouve dans notre métier de dev sur cette notion de contrainte, c'est que on sait que nous, un client qui nous définit pas bien ce qu'il veut, en fait, on va pas réussir à bien faire quelque chose derrière. Ça va du coup être le bordel, il va falloir le retravailler et qu'en fait, on finit avec un code spaghetti qui est immaintenable et ça devient un enfer en fait à travailler dessus parce que du coup, ça a été fait n'importe comment. Donc au final, nous aussi, on a ce besoin de contraintes, mais en même temps, j'ai pas l'impression que nous, on vive cet ensemble de contraintes, de définition, tu vois, comme un espace de liberté. Alors peut-être que d'autres devs qui écoutent ce podcast me diront qu'au contraire, pour eux, c'est un formidable métier, un champ de possibles. Mais tu vois, mais j'ai quand même l'impression que pour nous, justement, ça referme les possibles et ça nous permet d'avancer plus sereinement dans un endroit
balisé, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah, ça, je vois très bien. Bon, après, moi, je fais beaucoup de graphisme aussi à côté. Donc, le côté, le client qui ne sait pas ce qu'il veut, qui emploie des termes un petit peu flous, ça peut vite, sortir de... Voilà, moi, ça me sort de mes gonds, clairement. Mais après, je dirais que ça, c'est une question... Enfin, voilà, par exemple, là, je reviens d'une résidence. On a travaillé sur Touch Designer, voilà, avec une développeuse qui s'appelle Pauline, si jamais elle m'entend. Et en fait, moi, ça me tient à cœur de travailler avec des développeurs vraiment dès le début, dès la conception du projet. Parce que, en fait, moi, je vais leur donner mon intention, qui est une vision illustrée. Enfin, moi, je prends beaucoup de notes, beaucoup d'illustrations pour qu'ils comprennent. Et en même temps, comme tu dis, pour moi, être développeur, c'est vraiment être artiste. Et ils vont donner plein de tips, plein d'idées. On va vraiment co-créer ensemble, disons. Et c'est ça qui va faire que c'est assez beau. Donc, je pense que pour la personne, le développeur, ça donne un cadre. Il sait les choses que je lui propose et il pense tout de suite à tiens, on pourrait faire ça en génératif ou ça de telle façon, etc. Et en même temps, on va vraiment réfléchir à c'est pas juste je veux du bleu sur une peinture, c'est ok, si la personne elle fait ci, qu'est-ce qui se passe? Si elle fait ci, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, on va vraiment penser à tous les possibles. Et c'est là où je pense que c'est assez inspirant et c'est pas flippant. Voilà, moi je sais que le développeur avec qui je travaille, principalement qui s'appelle Julien, il aime bien quand on lui dit voilà, on aimerait faire ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il va dire ouais, mais bon, ça c'est pas très bien, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, ça c'est moins une bonne idée, et on va avancer comme ça, voilà, petit à petit. Mais oui, on va. Pour nous, c'est plutôt une grande façon de créer, très libre. Ouais. Je profite du fait que tu sois la seule invitée de cette série d'épisodes à travailler avec des devs et du coup à connaître un peu plus notre métier de proximité, on va dire. Tu le disais tout à l'heure, à l'instant, tu as évoqué le fait que pour toi, il y a quand même une vision artistique dans notre métier de dev. Mais dans cette contribution qu'a Julien, que tu pourrais du coup juger d'artistique, est-ce que toi, c'est sa contribution à, on va dire, à l'objectif de l'œuvre finale, à l'histoire et à comment est-ce qu'elle va te raconter, où tu perçois du coup l'apport artistique qu'il a, ou est-ce que dans sa réalisation technique, dans son dev, dans son code en tant que tel, tu arrives à percevoir une forme d'art ou d'expression artistique? Alors, je pense que je ne suis pas assez technique, clairement. Le dev, je pense que pour beaucoup de gens, je pense que tu t'en rends pas compte, mais c'est très... très abstrait. Ouais, très abstrait. Voire très abscon. Voilà, exactement. Même ça fait peur, en fait, je dirais. Mais moi, je dirais que non. Alors, mon développeur, Julien, je pense qu'il est assez particulier dans le sens, déjà, il est très, très doué. C'est-à-dire, je pense qu'il va très, très vite. Il est vraiment touche à tout. Voilà, c'est tout bête, mais... Je connais peu de devs qui font autant de choses que lui. Alors moi, je dirais qu'il est très artistique parce qu'il a une capacité en fait à penser un projet et à penser vraiment, même dans la distribution, dans la diffusion, dans son impact avec le public, dans sa façon de raconter une histoire, il pense au projet en totalité. Enfin, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que tu vas lui dire ah ouais, on pourrait faire, je sais pas, un poisson qui nage dans les océans, etc. Mais on aimerait que ce soit interactif et ça. Tu dis oui, on pourrait penser à la météo. Il va tout de suite se dire ouais, mais alors attends, la météo, dans tel endroit, c'est pas ça. Donc comment on pourrait faire en sorte que les gens accèdent à cette météo? Tiens, on peut créer des pouvoirs, des machins. Ouais, il va réfléchir vraiment avec toi et ça, voilà. Ou pareil, il va se dire, je sais pas, pour un parcours, des tanouki qui s'animent dans la réalité, il faut pas qu'il y ait de point d'entrée ou point de sortie, sinon ça va être très compliqué à mettre en place. Il va vraiment penser le projet plus côté pratique. Mais côté pratique, même en dehors du dev, en dehors du code, juste avec les gens, quand on est sur place et qu'on installe les trucs, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est vraiment agréable. Après, voilà, je travaille avec lui depuis plus de 10 ans. Donc on se connaît bien. Il m'a connue quand j'avais 22 ans, que j'étais en stage. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment grandi ensemble. Il a vu mon univers se développer. Et effectivement, après, autre chose, par respect, quand on a commencé à faire de la réalité augmentée, j'ai essayé de coder un peu sur Unity, donc me bouffer des tutos, etc., juste pour comprendre son langage. Je pense quand même que le dev, c'est assez particulier, c'est pas comme l'illustration, on se repose sur un acquis, ça bouge pas, enfin, ça veut dire la peinture, le feutre, ça ne bouge pas. Enfin, bon, ça bouge, hein, clairement, les modèles de distribution... Et puis même, tu peux aussi avoir... t'as quand même des nouveaux... types de pinceaux, nouveaux types de stylos, tu as des nouvelles couleurs qui peuvent arriver, tu as des nouveaux types de papier, et puis effectivement, après, maintenant, tu as le numérique qui t'amène une capacité à... C'est vrai, non, bon, j'exagère. Mais disons que j'ai l'impression que quand j'essayais de diguer un peu là-dessus, on pouvait vite avoir, comme tu dis, un code qui est cassé, on ne sait pas d'où vient le bug. Et ça, c'est vraiment très frustrant. C'est-à-dire quand on fait une illustration, je sais pas, il y a une tâche, on sait d'où ça vient. Voilà, il n'y a pas ce truc de...
tester chaque chose pour voir d'où vient le problème. On fait ça, on voit si c'est pas ça, on fait ça, on voit si c'est pas ça. Enfin voilà, c'est une autre façon de travailler, je dirais. Après, voilà, je pense que Julien, quand il m'a vu galérer, il s'est dit bon, je vais l'aider, la pauvre. Mais voilà, c'est juste une façon de prototyper avec Marabout bout de ficelle, mais au moins de comprendre son langage. Et après, voilà, quand je lui demande quelque chose, s'il peut m'aider sur quelque chose, au moins, il sait que j'ai essayé et que j'ai pas réussi. Ouais. Mais je trouve très juste ta comparaison du code avec un stylo, un feutre, un pinceau. Parce que effectivement, c'est un outil qu'on utilise qui permet de réaliser quelque chose. Après, ce que tu racontes sur Julien, moi, de ce que je perçois dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a effectivement des éléments clés de ce qui, pour moi, fait en tout cas un bon développeur. C'est une capacité à se mettre à la place de la personne qui va utiliser une application et de se dire, OK, mais en fait, effectivement, si tu es basé dans tel pays, tu as des contraintes qui font que ça ne marchera pas, donc il faut envisager ceci, cela. Tu vois, d'aller plus loin, de juste se dire, OK, mon algorithme, il fonctionne pas. Tu vois, il y a savoir prendre en compte la finalité. Je pense que c'est un critère qui est hyper important. Et du coup, attends, avant de me lancer sur ce sujet-là, il y a encore un sujet que j'aimerais creuser pour un petit peu la genèse de tout ton art. Tu nous as dit que tu as travaillé sur tu as fait une formation sur la création d'un livre, que tu avais besoin que ça bouge. Pourquoi ce choix du numérique, de l'AR, de la VR et compagnie, alors que pour que ça bouge, il y a le cinéma, il y a d'autres modes d'expression qui existent pour que ça bouge. Alors, je pense que déjà, c'était une volonté de faire mon petit chemin à moi, un chantier qui n'était pas trop acquis. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une partie de ma famille qui est dans le cinéma aussi, donc j'avais peut-être moins envie d'aller là-bas, même si je retrouve des codes, donc j'avais quand même envie que mes livres bougent. Alors en fait, moi, j'ai écrit un mémoire qui s'appelle « Du livre papier au numérique », donc j'ai vraiment un peu digué depuis le début de l'édition jusqu'à les nouvelles technologies, qu'est-ce que ça a apporté au niveau narratif. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est bête, mais le support livre, des pages qui se tournent, ça a vraiment façonné notre façon de raconter une histoire. Et c'est vraiment comment, en faisant des petites interactions, en utilisant des outils d'aujourd'hui, je sais pas moi, les données en temps réel, n'importe quoi, ça change notre façon de raconter notre vie, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus fascinant que même le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pose même des questions sur le côté linéaire où je m'y retrouve plus. C'est-à-dire le côté un héros qui grandit, qui a un némésis, machin, qui va se dépasser, qui va victoire, fin et tout. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, quelque chose de plus hasardeux, avec de la combinatoire, avec des pistes, un arbre narratif qui peut donner plein de possibles. Voilà, je me sens plus proche de cette façon de raconter une histoire avec plein de possibles, avec plein d'hasards, qui est un peu pour moi une métaphore de la vie, plutôt qu'un côté très linéaire, avec un début et une fin. Et même dans mon processus créatif, c'est ce que je préfère, quoi. Donc c'est presque plus plonger les gens dans un univers plutôt que juste raconter une histoire. Exactement, ouais. C'est leur faire quelque chose qui est un peu poétique, magique, un peu comme Harry Potter, quoi. C'est vraiment le côté magique. Ils n'ont pas besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment le numérique fonctionne. Ils ont juste besoin de se laisser transporter et qu'il y ait un peu de magie, un peu de merveilleux. Pour moi, c'est gagné. Du coup, j'imagine que le dernier Zelda correspond assez bien à cette description, quoi. Ouais. Alors moi, effectivement, je fais un peu de jeux vidéo, mais pas trop non plus. J'ai tendance à regarder les gens jouer. Donc effectivement, mon copain, il a fait tout Zelda, je sais pas combien d'heures il a passé dessus. Mais ouais, c'est magique. C'est un monde qui évolue en temps réel. C'est super agréable à regarder, même, je dirais. Graphiquement, c'est très beau. Ça, c'est exactement le genre de jeu que j'aime bien. Parce que là, donc on enregistre cet épisode, on est mi-juillet. Moi, je pense que j'en suis à pas loin de 400 heures de jeu sur Zelda Tears of the Kingdom. Et j'ai pas envie de le lâcher, en fait. Donc, je fais tout ce qu'il peut y avoir à faire dans ce game parce que j'ai envie de continuer. Je suis plongé dans cet univers. Tu parlais aussi, du coup, de cette envie de raconter des histoires, de plonger les gens dans un univers. Est-ce que... Alors, je sais pas, peut-être ma question va paraître un peu bizarre, mais est-ce que c'est que tu as des histoires à raconter ou est-ce que c'est que tu as envie de raconter des histoires ? Alors, donc, déjà, moi, j'écrivais beaucoup quand j'étais petite, mais en fait, je pense que c'est pas ça. Alors, moi, je pense que dans ma pratique, bizarrement, il n'y a pas un domaine qui prédomine un autre. C'est-à-dire que c'est pas une histoire que j'ai envie de raconter ou
ou une image que j'ai envie de faire, ou un son que j'ai envie de produire, ou une interaction, j'ai l'impression qu'en fait, tout se fait en même temps. Alors, il faut savoir que moi, dans la pratique, en fait, je suis très phase de prototype. Donc, c'est-à-dire que je peux me boucler pendant une semaine. Et j'ai vraiment prototypé en papier, avec des petits bouts, trouver plein de concepts de livres un peu rigolos, d'applications un peu rigolotes, mais que je peux montrer en papier, disons. Et après, je sais pas, moi, un certain type de pliage, ça va me faire penser à des vagues et ça va me penser à un univers marin. Et là, je vais me dire, tiens, je peux faire un petit poisson qui nage dans un océan, machin. Mais voilà, je dirais qu'il y a à la fois des envies de gameplay, de narration, de graphisme et d'usage qui s'intermêlent et qui créent un concept général, quoi. Donc, c'est vraiment créer une expérience pour les personnes qui vont interagir avec cet élément, plus qu'une envie, je sais pas, de raconter une histoire de... tu disais d'un héros, tu vois, ton fameux poisson dans les vagues, c'est pas l'envie de raconter l'histoire d'un poisson, non. C'est l'envie de faire vivre quelque chose aux gens. C'est ça, c'est-à-dire que, alors le poisson, en fait, c'est la pluie à midi, c'est une application que j'ai faite. En fait, ça partait d'un puzzle tout bête, mais c'était de faire un puzzle mi-papier, mi-numérique avec des petits ailerons qui sont posés sur l'écran. Et ça donne la sensation, en fait, que c'est des petits ailerons qui dépassent la surface de l'eau. Donc c'était un petit jeu d'illusion tout bête, mais ça marchait bien, je trouvais que c'était magique. Et après, petit à petit, je me suis dit, des petits ailerons, donc un petit poisson qui recherche son aileron, faire un univers évolutif avec la météo, donc ça change en fonction de la météo en temps réel. Enfin, voilà, c'est parti comme ça. Pareil, quand je pense à Uramado, mes petits tanuki que je place dans des villes, c'est tout bête, mais la réalité augmentée, en fait, on prend notre téléphone, on anime une image, mais il faut donner un peu toute une magie à ça. C'est-à-dire que là, c'est des esprits qui se réveillent. C'est une façon de se connecter à la nature, mais un peu autrement. C'est-à-dire que dans l'histoire, en fait, on se retrouve être un tanuki. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'un tanuki. Pas du tout. D'accord. Bon, alors, c'est Pumpoko de Takahata, mais en gros, c'est des esprits de la nature du folklore japonais. Il y en a aussi un peu en Corée, en Chine. Et en fait, c'est des petits animaux qui ont le pouvoir de se transformer en tout ce qu'ils désirent. Donc, il y a une sorte de petite histoire où il y a des tanuki qui sont transformés en humains et qui ont oublié d'où ils viennent. Voilà, donc c'est un peu une façon de se connecter à la nature, mais autrement que de dire pensez à quelque chose et vous pensez que c'est en dehors de vous. C'est une façon de dire, non, vous pouvez être un tanuki, vous pouvez être un arbre, une pierre, une tasse à café, et c'est un peu ça l'histoire. Mais en gros, l'application, c'est ça, c'est animer des personnages qu'on voit dans le réel, et à la fin de se connecter à eux et de se retrouver être comme eux. Voilà. Mais voilà, c'est à la fois, c'est vraiment la réalité augmentée, cet usage-là spécifique qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire animer des images dans le réel, mais ça va vraiment flouter. En fait, ça floute la limite entre le réel et l'imaginaire. Ouais. Donc là, raconter une histoire dans nos villes à nous, dans nos espaces du quotidien, je trouve que c'est super, quoi. Du coup, de ce que je pense comprendre de ton processus de création, c'est qu'il y a quelque chose comme qui touche un peu à l'ordre de l'épiphanie, c'est-à-dire que tu fais un ensemble de tests, ou peut-être juste quasiment de hasard, qui t'amène à découvrir quelque chose, et tu te dis tiens, j'ai envie de l'utiliser, et du coup tu tires le fil en partant de là. Mais du coup ça part quasiment d'un truc très random, peut-être, non ? Ouais, c'est-à-dire que vraiment, les meilleures idées qu'on a souvent sont pas celles où on va cravacher sur sa feuille à papier, voilà. Après, en fait, moi, j'ai une façon de muscler, je dirais, Alors, c'est assez bizarre, hein, mais c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que mon skill, c'est pas l'illustration, c'est plus le prototype, je dirais vraiment. C'est-à-dire que je vais essayer de muscler mon muscle, mon cerveau, en faisant beaucoup de prototypes, en essayant de trouver une façon de manipuler le papier, les concepts et les images, de façon intelligible, je dirais. Mais après, c'est souvent, je sais pas, quand je vais, être en train de marcher, ou que je vais regarder une expo, ou regarder un défilé, ou n'importe quoi, que je vais avoir une bonne idée. Après, voilà, le côté prototype, c'est de confronter cette idée à la matière, parce que des fois, on se dit, ça pourrait être génial. Et en fait, quand on le fait, ça marche pas du tout. Pareil, là, Pauline, avec qui je travaillais, à un moment, elle était dans son code sur Touch, elle galérait et tout, je la vois, en plus, pendant 3 heures, tu sais pas trop ce qu'elle fait, elle galère. Et bien sûr, là, je lui dis, OK, viens, on va manger, on sort de là, parce que sinon, tu peux vite plonger, quoi. Voilà, et puis souvent, après, quand elle revient, elle a l'idée, et en fait, elle avait du mal à faire quelque chose, et elle ne savait pas par quelle porte mettre. Ouais. Voilà, c'est marrant, parce que je ne sais pas si on en a parlé pendant la préparation de cet épisode, mais moi, un des sujets qui fait que je considère le dev comme métier d'artiste, c'est qu'il y a effectivement un côté très inspirationnel.
Et ma conviction, c'est que l'inspiration, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entretient, qui s'entraîne. Tu parlais d'entraîner ton muscle. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se repose. Tu parlais de Pauline qui a besoin un peu juste de prendre du recul et de se dire attends, on va manger à une terrasse et tu reviens 2 heures après en fait et ça va mieux. Et ça pour moi c'est des trucs qui sont hyper importants. C'est-à-dire que et au travers de ce podcast et notamment de cette série spéciale, c'est aussi ce que je veux offrir en fait à tous les devs, c'est de prendre un peu du recul, de reposer un peu leur inspiration parce que c'est nécessaire en fait et parfois aller la travailler à quelque chose de complètement extérieur. Est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, c'est une démarche volontaire, consciente, cet entraînement de ton muscle d'inspiration, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es toute petite et qui est naturel pour toi ? Oui, je pense que c'est assez naturel, c'est-à-dire que trouver des concepts, des trucs un peu rigolos. Moi, je me rappelle quand, en fait, je draguais un peu des garçons en écrivant des histoires quand j'étais plus jeune au lycée, et c'était toujours des histoires à concept. C'est tout bête, mais voilà, c'est de trouver sa particularité, quoi. Et après, je dirais que quand même, ouais, c'est assez important de muscler son skill, quoi, là où on se pense quand même le plus fort. D'essayer de se dire que c'est pas acquis, qu'il faut le muscler tous les jours. Voilà, je pense que le dessin, voilà, mon copain est dessinateur, lui il dessine tous les jours, il le muscle, son muscle. Et moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je dois trouver des liens dans mon cerveau sur telle technique, telle histoire. C'est vraiment trouver quand je dis des petits concepts, c'est vraiment qu'il y ait un effet waouh et après on crée l'univers autour. Mais moi j'ai besoin de partir toujours d'un côté un peu waouh. Ok. Et est-ce que du coup ça t'arrive de travailler entre guillemets sur commande et du coup de te dire ok j'ai un projet précis, je dois raconter l'histoire d'un petit poisson dans des vagues et du coup de partir d'une idée ou d'une commande précise ou à chaque fois tu pars vraiment de ce côté d'expérience et l'ensemble se crée autour? Alors, j'essaie de repenser à certaines choses. Alors, malheureusement, je crois que je suis assez mauvaise pour les commandes. Après, j'ai été confrontée à ça. C'est-à-dire que quand je travaillais, je ne sais pas moi, dans le graphisme, c'était un peu... Il y a un sujet et faire une carte interactive et tu t'es trouvé un concept assez nouveau. Je dirais que quand je fais des vitrines, c'est peut-être là où c'est le plus complexe parce que souvent, on a un thème. En plus, moi, on m'appelait souvent pour faire des vitrines avec une partie numérique. Donc en fait, quand on a une vitrine, on a un thème spécifique et on doit trouver un concept un peu original voilà, avec notre patte. Donc là, effectivement, je dois me pousser, je sais pas, j'ai utilisé du lenticulaire avec des yeux en lenticulaire. Donc selon les passants qui passaient, il y avait un peu les personnages qui les suivaient du regard. C'est tout bête, mais ça rend un truc un peu énigmatique. Mais je dirais que c'est pas là où je suis la meilleure. Je pense que le côté... Je me lance dans des projets sans trop savoir où je vais. Je fais plein de dossiers un peu pas forcément pour des financements, mais aussi des dossiers pour moi, pour communiquer avec les gens avec qui je vais travailler, voilà, à quoi je pense, etc. C'est plus de là que ça part. J'ai vraiment en fait une capacité à penser à des projets. Après, voilà, moi, je dirais quand je fais des projets, il y en a 80% qui ne marchent pas. Voilà. Mais après, oui, je suis une usine à gaz, clairement, j'adore ça. Ouais. J'adore penser à plein de projets à la fois. Et aujourd'hui, je dirais que s'il y avait une expo à mon nom, ce serait un peu tous les projets qui n'ont pas marché, qui n'ont pas été faits. Ouais. Et pourtant, tu nous dis que c'est pas là où tu es le meilleur sur les commandes. Pourtant, tu nous disais au début que quand tu as un ensemble de contraintes, ça t'oblige à sortir de tes réflexes. Et c'est là aussi où du coup, tu peux exprimer des choses. Ouais, mais alors peut-être que c'est des contraintes que j'ai pas choisies. C'est-à-dire qu'une commande, j'ai vraiment pas choisi. Après, c'est bien l'exercice. Vraiment, les vitrines que je fais, j'adore ça. Je trouve que c'est de très bonnes contraintes. Pareil, quand je travaille avec des étudiants, j'adore avoir des contraintes. Mais choisir sa propre contrainte, et souvent c'est lié au public ou à la distribution aussi du projet, je trouve que c'est assez fascinant. C'est-à-dire que, par exemple, le Covid, c'est tout bête, mais ça a fait une contrainte de fou. C'est-à-dire que moi, quand je me déplaçais... Quand il y avait une exposition, je me déplaçais pour installer mes personnages, penser à cette mise en place. Et quand il y a le Covid, on ne peut plus se déplacer. Donc, on pense un peu en kit. Comment le partenaire peut installer ton projet sans que tu sois là et que tout soit mis en place pour que ce soit déclinable, facile pour des lieux tout petits, des lieux très grands. Ça, je trouve que c'est très dynamisant. Mais oui, je trouve que je suis plus à l'aise à faire un projet. D'ailleurs, souvent, en fait, les commandes que j'ai, c'est à partir de projets que j'ai déjà faits. Et en fait, on va décliner un concept que j'ai déjà eu sur une commande, enfin une marque. Et à quel point c'est facile de revenir sur un projet que tu as déjà délivré? À quel point déjà tu es attaché à ce projet-là? Et à quel point du coup c'est facile de revenir dessus?
Je dirais que c'est même plus agréable. C'est-à-dire que moi, par exemple pour Amado, l'application en réalité augmentée qu'on a fait, on l'a fait évoluer. Je pense qu'on faisait 2 updates par an depuis 5 ans. Ça permet de faire évoluer plein de personnages, plein de façons de faire, d'avoir des nouvelles idées. Voilà, on a fait un partenariat par exemple avec Pierre Hermé, où on a fait voilà, tous les packaging, les scénographies de magasins et tout. Là, voilà, ils reprennent le concept d'Ouramado. C'est-à-dire que c'est vraiment mon projet que je décline en fait dans des lieux différents. Mais le fait de pouvoir changer un projet un peu comme on veut, c'est super agréable. Parce qu'en fait, quand on sort un livre ou quand on sort un film, le truc, il est fini, quoi. Enfin, et ouais, je trouve que, je sais pas, moi j'aime bien le côté, on peut faire du work in progress un peu tout le temps. Ouais. Je sais pas, je trouve ça agréable. Alors nous, dans le monde du dev, on revient souvent sur nos applications et notre code parce qu'il y a besoin de le faire évoluer ou même parfois de le refactorer, comme on dit. Mais du coup, nous, tu vois, souvent dans la conception, on essaye de prendre ça en compte, de se dire, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, mais demain, j'aurai besoin de retravailler tels éléments. Donc, il faut que je conçoive mon code aujourd'hui pour qu'il soit prêt, parce que sinon, c'est un enfer. Si on revient sur un truc qui est dégueulasse, c'est un enfer. Ouais. Est-ce que toi, dans ce travail de conception, c'est quelque chose que tu as aussi, tu te dis, si jamais je dois revenir à ce projet, il faut que je le construise de telle façon à ce qu'il soit retravaillable plus tard? Ouais, je dirais que ça, c'est plus sur la partie résolution de fichiers. C'est tout bête, mais par exemple, quand on travaille en dev ou en numérique, on va faire des fichiers basse résolution. Mais si moi, je commence comme ça, si demain, je dois faire des prints à 4 mètres de haut, je suis complètement niqué, quoi. Enfin, donc, du coup, en fait, je vais plutôt penser à l'inverse et me dire, je fais des très, très gros fichiers avec tout qui est changeable. Parce qu'en plus, si je dois changer, je sais pas si on a une idée de changer d'ambiance, je passe tout en nuit, des choses comme ça, il faut que tout soit modifiable. Après, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un peu la même chose que ce que tu disais dans le côté avoir un code qui est un peu propre, pas une usine à gaz. Moi, je dirais que c'est la même chose pour moi, mais c'est plutôt le côté modifiable et très grand format pour les contraintes d'impression, plutôt. Ouais. Donc, c'est avoir un côté propre en mode tout est possible et tout est modifiable en bonne résolution, quoi. Voilà, et ça, je dois le penser en amont. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de ne pas le penser, et après, c'est vite la catastrophe, quoi. Et est-ce que du coup, justement, tu as déjà été confronté à des projets sur lesquels tu dois revenir parce qu'il y a une commande ou une déclinaison qui doit être faite, et tu te retrouves dans un contexte où tu as envie de faire évoluer le projet vers une certaine direction, et tu réalises qu'à cause de certains choix que tu as pu faire au début, tu peux pas le faire évoluer par là, et du coup ça te fait une contrainte qu'il faut que tu arrives soit à éviter, soit à contourner. Alors je vois pas une idée en particulier, mais effectivement ça a dû m'arriver, je pense. Moi, j'ai tendance à pas trop diguer quand je sens que c'est trop compliqué. Soit je trouve le moyen de contourner la chose de façon élégante, soit en fait je vais plus passer à autre chose. J'ai l'impression que des fois, en fait, quand je fais pas des erreurs entre guillemets, mais quand les fils sont trop liés entre eux là, et que j'arrive pas à démêler la chose, je vais plutôt me dire c'est pour une bonne raison, et un peu lâcher, quoi. Ouais. J'ai plutôt tendance en fait à un moment j'avais trop tendance à vouloir faire tout le temps des nouveaux projets, et d'ailleurs c'est Julien, mon développeur, qui m'a dit mais juste à un moment tu peux pas te reposer sur un projet que tu fais bien à fond, que tu partages avec le public pendant même plusieurs années, plutôt que de faire un nouveau projet tous les ans, quoi. Et je pense qu'il a raison. Ça m'a bien aidé. mais du coup tu travailles sur un seul projet à chaque fois, ou tu en as plusieurs en même temps qui sont à différents niveaux d'avancement? Alors, je dirais qu'avant, j'avais un peu plusieurs projets en même temps. Maintenant, alors depuis 5 ans, j'ai Ouramado, qu'on a sorti en 2019, voilà, qui a traversé le Covid et tout. Mais en parallèle de ça, je faisais des vitrines, je faisais des histoires, des choses comme ça, des prototypes, mais ça n'a pas maturé en nouveaux projets. C'est-à-dire j'ai testé des choses, j'ai déposé des dossiers, j'ai essayé de trouver des voies possibles, mais ça ne marchait pas. Après, je pense que voilà, Ouramado avait besoin d'être travaillé sur la longueur. Donc tout simplement, c'est pas forcément une mauvaise chose que je suis pas passée à autre chose. Mais là, par exemple, j'ai un nouveau cycle qui commence et je travaille un nouveau projet qui s'appelle Fortune Teller, qui est plus une expérience immersive, voilà, avec des personnages en fait qui c'est comme une sorte d'énorme machine à sous. C'est avec une Kinect, en fait, on passe par des esprits qui s'enchaînent, on passe devant et ça va s'arrêter sur un message personnalisé qui vont déclencher des décors, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu un autre projet que je fais. Et donc là, c'est des résidences pour tester. J'ai trouvé une développeuse qui est superbe. Voilà, donc on avance comme ça. Ok. Et alors, sur tous ces petits projets que tu as menés plus ou moins loin ou qui n'ont pas forcément abouti, est-ce que dans ta méthode de création, quand tu commences un projet, il va rester, entre guillemets, son projet et il va avoir un début et potentiellement une fin?
Ou est-ce que d'un coup, il peut y avoir une fusion entre 2, 3, 4, 5 projets? À quel point est-ce que tous ces petits travails vont alimenter un autre travail à côté principal? Enfin, tu vois, parce que j'imagine que tout ça, il y a quand même... C'est pas parfaitement indépendant, j'imagine, tout ça. Non, bah alors déjà, je pense qu'il y a des contraintes économiques, des contraintes techniques, bon, ça on peut en parler aussi. Mais effectivement, tu as raison, c'est souvent en fait la réunion. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai trop l'impression qu'on n'est pas vraiment responsable de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, Ouramado, c'était la réunion de plein de pistes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai essayé de vendre des masques en réalité augmentée parce qu'il y avait l'alpha qui était possible en réalité augmentée, etc. Et on s'est dit, bah, pour gagner des sous, on va faire des masques. C'était un partenariat avec le musée de la chasse qui voulait que je fasse un parcours. Donc je me suis dit des tanouki. Enfin, en fait, c'est plein de choses qui vont s'intermêler, mais souvent, c'est des pistes de travail qu'on a commencé il y a vraiment des années auparavant. Et en fait, on va tous les réunir au même endroit. Mais effectivement, c'est souvent, je dirais, même 3-4 projets qui vont se réunir pour créer un projet. Ça m'est arrivé là plusieurs fois ces dernières années, et je pense que c'est assez logique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on va faire plein de pistes de travail, et on va pas forcément voir le lien entre toutes ces pistes. Mais voilà, à un moment donné, on se retrouve, c'est comme un rond-point et on les réunit tous, quoi. Dans ce que tu dis, on revient un peu aussi, je trouve, à cette notion quasiment de hasard, de aléatoire, en fait, côté très... l'idée qui te vient parce que tu as commencé à manipuler un truc et tout un projet qui découle de ça, ou des projets qui se réunissent parce qu'à un instant T, il y a un ensemble de demandes et de personnes qui se rencontrent qui font que ça match. Est-ce que toi, tu as un rapport comme ça au hasard qui est vraiment important, ou est-ce que tu penses que tu as une capacité peut-être spéciale ou qui fait justement de toi l'artiste que tu es? C'est en fait cette capacité à connecting the dots, donc vraiment à réunir les points à l'instant T, de voir te dire, ok, en fait, là, on est là, il y a eu ça que j'ai vu il y a un an, il y a ça que j'ai vu il y a 6 ans, il y a ça que j'ai vu hier, ça, et tout ça match, quoi. Ouais, bah, exactement. Je trouve que ça, c'est assez agréable. En fait, je pense que c'est pas que j'ai un lien particulier au hasard, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de hasard dans la vie quand même. Et comme tu dis, je pense la capacité en fait d'un bon designer, de quelqu'un qui a des concepts intéressants, c'est presque de connecter en fait les différents dots qu'il a vus, et ça va matcher avec les gens avec qui il a envie de travailler. C'est tout bête, mais moi je me dis toujours, quand je suis à un endroit, c'est autant moi qui l'ai voulu que les gens qui m'ont voulu à cet endroit. C'est vrai que je pourrais pas vouloir quelque chose, désirer quelque chose fortement et tout faire pour y arriver si je sens que ça passe pas, quoi. Je vais pas forcer la chose. Par contre, se laisser un peu porter et se dire que ça va arriver quand ça va arriver, et voilà, il faut croire à ta bonne chance, je sais pas, à ta bonne fortune. Mais après, voilà, il faut toujours muscler la chose, il faut aussi provoquer les opportunités, hein, parce que sinon, on n'y arrive pas non plus. Mais c'est tout bête, j'ai une amie en fait qui travaille dans le métal, vraiment voilà, elle s'appelle Méline Nguyen, son travail est magnifique, vraiment, elle a eu toutes les victoires, toutes les bourses possibles et imaginables avant 30 ans, elle est géniale. Elle a fait la même villa, d'ailleurs, la même résidence, bref, et je me perds là. Et du coup, en fait, elle travaillait le métal, donc des grosses machines. À l'arrivée de son premier enfant, elle a dû avoir un autre atelier, elle a dû travailler en pâte fimo. Alors, il faut savoir, quand tu travailles avec des grosses machines en métal, des pièces voilà, magnifiques, mais qui ne bougent pas, travailler avec de la pâte fimo, tu as un peu l'impression de faire un peu des jeux pour enfants, et en fait, son truc cartonne. Mais voilà, la contrainte a fait qu'elle a dû changer de matériel, et ça fonctionne. Mais c'est pas elle qui l'a voulu, je sais pas comment expliquer. C'est une forme de hasard, mais elle a su rendre la chose fructifiante, voilà, fructueuse. Ouais. Et du coup, toi, à quel point est-ce que tu explores des nouveaux médiums, des nouveaux matériaux, des nouvelles choses? Ouais, j'essaye beaucoup. C'est-à-dire que là, par exemple, Touch Designer, ça vient d'une opportunité où on a pu faire une résidence à l'Arche, voilà, qui est à côté de Metz. On a testé des choses. Ça a fait qu'1 an plus tard, j'ai eu envie de rediguer là-dedans et En fait, j'ai testé j'ai testé cette technique, mais sur le coup, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je l'ai fait avec un projet qui ne fonctionnait pas. Et du coup, 1 an plus tard, je me suis dit, tiens, avec cette idée de fortune teller, en fait, de machine à sous, ça pourrait bien fonctionner. Voilà, donc oui, je teste des nouveaux outils. Après, il y a des outils que je peux utiliser moi-même. C'est-à-dire que, voilà, et il y a des outils, il faut un dev, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire... En fait, Julien, mon développeur, quand il m'a vu galérer sur Touch Designer, il m'a fait, bon, vraiment, prends un dev, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Voilà. Mais du coup, est-ce que toi, t'as des je sais pas dire des contraintes, mais des limites
que tu t'imposes en te disant, en fait, ce domaine-là, c'est pas forcément le mien, tu vois. On pourrait prendre, par exemple, je sais pas, est-ce que toi, tu pourrais explorer la poterie, ou tu considères que toi, tu veux rester sur le papier, le dessin et la réalité virtuelle? Tu vois, jusqu'où tu peux aller, en fait? Alors la poterie, je trouve que c'est pas très éloigné, donc je pourrais en faire, je pense. Parce qu'en fait, c'est le même langage de forme, de couleur. Voilà, c'est de la 3D, mais je fais beaucoup de papier, donc c'est un peu le même langage. Le dev, c'est quand même très différent. Pour moi, c'est un autre langage. C'est quand même très différent. C'est comme l'animation, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas l'animation, il va pas comprendre que c'est autant de dessins par seconde. Enfin, il va dire tu peux changer le bleu, alors qu'en fait non, c'est pas possible. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là où je vais m'arrêter, c'est quand je pense que j'ai besoin de prototyper et de connaître un petit peu le langage inconnu de l'autre, disons. Mais je sais que je peux pas, à un moment, chacun son métier, quoi. C'est-à-dire qu'un développeur, son métier, sa façon de voir les choses, il peut t'apporter beaucoup, à condition que tu lui fasses confiance. Et surtout, c'est une question de confiance, quoi. Il faut vraiment lui faire confiance. Après, je pense de le respecter, de comprendre un peu les besoins, voilà, les besoins, lui donner du temps aussi beaucoup. Je pense que ça, c'est important. J'ai besoin de diguer un peu les logiciels des autres pour juste comprendre, quoi. Mais du coup, on sent qu'il y a quand même un travail très collaboratif dans la création. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais seul, ou est-ce que tu n'aimes pas travailler seul? Tu vois, comment ça s'est construit, ce collectif, quasiment? Alors déjà, après mon stage, moi, je suis tout de suite allée chez Volumic. Donc, c'est un studio de création spécialisé dans le jeu vidéo, le jeu de plateau, le livre. Donc, ils étaient déjà un peu sur ce créneau-là, c'est-à-dire de travailler autant le tangible que le numérique. Voilà, Étienne Mineur, c'est le directeur, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Donc, j'ai tout de suite été dans cette mouvance-là. Donc, travailler en équipe, ça me parle beaucoup. Après, je travaille pas avec n'importe qui. Je travaille avec le meilleur des meilleurs. Non, pas du tout. Non, enfin, si, j'y crois, mais je travaille avec peu de personnes. Et c'est vrai que c'est autant, une collaboration professionnelle que personnelle. C'est-à-dire que je m'entends bien avec les gens avec qui je travaille. J'ai tendance à pas trop ouvrir l'équipe. C'est-à-dire que je travaille avec le même animateur, le même développeur, le même musicien. Voilà. Mais j'essaye d'ouvrir un peu. Par exemple, là, j'ai trouvé une autre personne. Je trouve que c'est bien. Trouver des plus jeunes aussi, c'est bien aussi, je pense. Mais oui, j'aime bien travailler en équipe. Je pense que c'est assez agréable. J'ai toujours peur d'être trop isolée, surtout quand on est illustratrice, autrice. C'est quand même des métiers où on peut vite être dans notre petit monde. En plus, on voit que des mêmes choses, donc on fait un peu tout le temps la même chose. Oui, enfin, moi, je pense que pour bien pratiquer, être entouré de personnes d'autres domaines, c'est assez enrichissant. C'est encore un moyen de travailler ton muscle, en fait. Exactement. Ouais, c'est tout bête, mais voilà, même de venir ici, je pense que voilà, t'es pas spécialisé, t'as pas invité plein d'illustrateurs, plein de graphistes. T'es la seule, effectivement. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant, même moi, voilà, travailler, de parler. J'ai écouté le podcast, donc je vois un peu les personnes qui étaient invitées. Je trouve que c'est super intéressant. Mon copain qui est réalisateur-animateur, il montre plein de jeux vidéo, plein de films, plein de choses. Pareil, Julien, il montre plein de choses, mais c'est pas du tout mon univers, quoi. C'est-à-dire, et ça, c'est assez chouette parce qu'en fait, c'est ça qui donne des idées. J'avais une question qui a disparu. Création à plusieurs. Attends, si on en a parlé. Bon, ça reviendra peut-être plus tard. Du coup, tu as cette envie donc de raconter les histoires, de toucher les gens. Je crois que tu as évoqué cette chose-là à un moment. Chez l'ensemble des artistes que j'ai pu recevoir sur cette série, il y a ça qui revient aussi, en fait, ce côté de toucher les gens, de provoquer quelque chose chez les autres. Tu saurais dire d'où ça te vient, comment ça s'exprime? Je sais pas, c'est tout bête, mais tu vois, là, par exemple, j'ai installé Ouramado dans des villages, dans le Vaucluse, 4 petits villages, mais en fait, des villages qui sont méga touristiques, donc en fait, la population, elle est assez énorme pendant l'été. C'est tout bête, mais en fait, quand tu montres ton univers que tu as fait un peu chez toi dans ton atelier et que tu vois les gens, ils sont trop contents, mais trop contents. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, quand ils sentent que c'est pas que la technologie pour la technologie, je pense que, voilà, encore une fois, comme tu disais, moi je trouve que c'est un outil comme le pinceau, c'est-à-dire que choisir de faire du numérique, c'est un outil. Ça va permettre à la personne de croire en ton univers. Les tanouki qui parlent, qui posent des questions, à la fin tu découvres quel esprit tu es. C'est c'est un petit jeu.
C'est un jeu narratif, c'est un jeu qui parle à la personne, et c'est... Ouais, je pense que c'est créer cette magie-là. Et le numérique, c'est vrai que c'est assez génial pour ça. Mais tu pourrais vouloir... Tu pourrais créer les expériences que tu as envie de créer en te disant, en fait, si les gens adhèrent pas, tant pis pour eux. Ouais. Tu vois, de ce que je perçois, tu as quand même l'envie que ça résonne chez les gens. Ouais. Bah oui, carrément. Après, c'est à la fois parce que, je sais pas, alors est-ce que parce que quand j'étais petite, j'ai été touchée par des gens et c'est ça qui fait grandir, je sais pas. Déjà, j'ai envie de plaire au public pour continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire qu'après, voilà, il y a une notion économique, tout simplement, quand on fait des projets personnels, c'est un peu ce que je fais. Il faut avoir du soutien financier, sinon c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, et puis aussi, je pense que le public, c'est une façon de ne pas être seul, je pense. Et puis, oui, d'avoir des retours pour s'améliorer aussi. Je pense qu'il y a, même si je dis que je suis artiste ou des choses comme ça, je ne suis pas dans ma pratique personnelle en mode pour m'exprimer. Enfin, je n'ai pas cette sensation-là. Je pense quand même beaucoup au fait d'être comprise par l'autre. Je ne vais pas demander à l'autre de me comprendre, quoi. Ouais. Je vais plutôt faire un pas vers lui. Et oui, s'il adhère, c'est tant mieux, c'est même mieux, c'est ce que je veux provoquer en tout cas. Et je ne vais pas me dire, si tu ne comprends pas, tant pis pour toi, quoi. Non, c'est plutôt le contraire. Si tu ne comprends pas, c'est que je me suis mal exprimée. Voilà. Moi, je comprends complètement. En travers de ce podcast, je fais ça aussi pour que des tas de gens puissent l'écouter, l'apprendre, s'enrichir. Et j'ai aussi besoin de provoquer des choses chez mes auditeurs. Donc je comprends complètement. J'ai retrouvé entre-temps du coup la question que je voulais te poser, et ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, sur ce fait que tu disais que tu n'es pas dans une démarche personnelle de juste faire ton truc et basta. Ma question c'était à quel point est-ce qu'il y a de toi dans les œuvres, à quel point est-ce que tu es attaché à ton œuvre, ou est-ce que pour toi, une fois que ça a été montré, ça sort de ton truc et c'est plus à toi, tant pis. Ouais. Alors souvent, je pense qu'il y a un côté très critique sur les projets passés. Malheureusement, j'ai un rapport qui est des fois un peu passion-répulsion, je dirais. Mais oui, c'est quand même une façon de s'exprimer, je dirais. Par exemple, je sais pas moi... le poisson dans La pluie à midi, c'est tout bête, mais c'est aussi parler par exemple de notion de racisme, des choses comme ça. On pense à son héros, on pense à un héros qui veut devenir un requin alors que c'est un poisson. Voilà, c'est toute cette notion de différence. Mais chez les enfants, il faut un peu faut faire des métaphores. Mais c'est quelque chose qui me touchait à un moment de ma vie, maintenant qui est complètement dépassé, mais ça, c'est une autre histoire. Et oui, c'est quand même réussir à s'exprimer. En tout cas, ça doit partir de quelque chose de personnel. Mais après, je pense qu'il faut mettre des couches de pudeur, je dirais, qu'on fait à travers une histoire, un usage, etc. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est presque plus tard que je comprends ce que j'ai voulu dire. C'est pas souvent moi qui le comprend sur le coup. Et après, il y a des projets, c'est des projets qui peuvent plus se faire parce que... c'était des projets uniques, ou à tirage de 250 exemplaires, des choses comme ça, ou carrément des applications qui ont shut down. Donc là, j'ai déjà des applications qui ne marchent plus. Donc là, c'est de se dire, c'est comme ça. Oui, on aimerait que tout fonctionne. Mais c'est vrai que quand on touche au numérique, ce n'est pas comme un livre où tu sais qu'il ne bougera pas. Le numérique, ça bouge tellement tout le temps qu'il faut accepter, quoi. C'est comme le stock des photos sur ton disque dur, il faut accepter que ça sera plus là, quoi. Parce que tu vois, le rapport personnel à ce qu'on produit, nous, dans le monde du dev, quand on est dans des équipes assez importantes, on a ce qu'on appelle des code review. Je ne sais pas si le terme te parle, mais en fait, l'idée, c'est que tu vas écrire ton code qui répond à une demande spécifique, et après, tu l'envoies en code review pour que la personne, ton tech lead ou ta tech lead puisse relire le code et le valider pour le pousser en prod ou pas. Et c'est un sujet qui est important, en fait, qui est assez délicat parce que nous, on a des vraies formations et trainings pour savoir faire une bonne code review, donc savoir donner un feedback qui soit bien reçu par la personne, mais aussi des formations de comment bien recevoir un feedback en code review. Parce qu'il y a encore, et alors c'est forcément plus le cas sur des personnes plus juniors, avec la seniorité, on apprend à se détacher un peu de ça, mais quand tu es junior et que tu fais ta première code review, et qu'on te dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ce qu'on comprend, c'est
tu marches T'es une pas, merde, tu t'es marches une pas, merde. tu marches pas. Et toi, il y a un côté très personnel, tu vois, genre Ouais, c'est clair, c'est c'est moi clair. qu'on Ouais. attaque, c'est pas mon Ouais, code. ouais. Et on apprend petit à petit à s'en détacher, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'était ça en fait, pour voir toi à quel point quand quelqu'un va critiquer ton œuvre, que ce soit en positif ou en négatif, à quel point est-ce que tu arrives à rester en mode ok, c'est l'œuvre qu'on critique, c'est pas moi, Julie, qui suis personnellement attaquée. Ouais. Alors ça, je pense que j'y arrive plutôt bien, bizarrement. En plus, moi, je me mets dans un cas de figure où c'est moi-même presque qui produit mes projets. Donc du coup, il n'y a pas le filtre, je sais pas, d'un agent ou d'un producteur ou d'une organisation entre l'artiste et le partenaire, enfin le lieu. Donc je me prends les critiques en vrai, genre ton prix est trop haut, franchement c'est abusé. Mais ça, franchement, j'ai assez de recul sur ça, sur le fait que le projet peut pas plaire à tout le monde, l'expérience peut pas plaire à tout le monde. Des fois, c'est des notions qui ont rien à voir avec toi, en fait, avec la personne. Et puis après, bon, je suis d'accord que pour des feedbacks, souvent, en plus, moi, j'ai tendance à retenir les 5% mauvais. C'est-à-dire, je sais pas, on va dire, ton projet est formidable, ton univers est fascinant, mais sur ça, c'est un peu superficiel. Ben voilà, moi, c'est que le superficiel. C'est bon, j'ai retenu superficiel et c'est foutu. Ouais, ça, j'essaie vraiment quand même de bien me driver et de voir... Déjà, si ça a fait un truc, c'est que c'est sûrement vrai. C'est horrible, hein, mais voilà. Et du coup, ça peut permettre d'avancer. Je pense qu'un junior, s'il a des feedbacks négatifs, il peut le prendre pour essayer de s'améliorer. Après, si vraiment ça lui va pas, si ça lui convient pas, peut-être que c'est pas... il faut trouver le moyen que ça aille bien, quoi. Que ça le motive, en tout cas. Si c'est pour le défoncer et que ça l'arrête, ça le stoppe, là, c'est pas une bonne idée, mais... Mais tu vois, du coup, dans tes œuvres, à quel point c'est entre guillemets, une photo du toi au moment où tu l'as créé. Tu vois, si tu reprends une œuvre que tu as créée il y a 4 ans, il y a 5 ans, ou il y a même 10 ans, est-ce que tu gardes le même attachement et tu dis, c'est qui a fait ça, quoi. Moi, je dirais plutôt, oulala, qui a fait ça. Non, en fait, moi, je mets beaucoup de filtres, hein, quand même. C'est-à-dire que quand je te dis je suis une artiste, je suis pas une artiste en mode... une artiste vraiment qui va vendre en galerie, et c'est vraiment son œuvre qu'il a travaillé pendant des mois. Moi, j'ai plus une œuvre déclinable, c'est-à-dire que c'est des expériences. Par exemple, Uramado, il a été montré dans plus de 200 lieux, donc c'est des façons en fait de décliner un projet, le faire montrer dans plein d'endroits différents. C'est comme un livre en fait que tu vas éditer à 2000 exemplaires, et voilà, tu dis que tu as 2000 personnes qui ont lu ton livre. C'est un peu la même chose, et donc je dirais qu'il y a quand même beaucoup de distance. C'est pas moi à cet instant T, mais en même temps, c'est les recherches et l'expertise que j'avais à ce moment-là sur telle technique, voilà. Mais effectivement, quand je vois les différents projets que j'ai faits, j'ai beaucoup évolué. C'est-à-dire que je suis vraiment passée du livre à système, enfin des livres, voilà, avec les imprimeurs, tout ce côté-là, édition. C'est des systèmes en fait de production aussi qui sont très différentes. À un côté très audiovisuel, avec des sociétés de production, des équipes, à quelque chose de très interactif, plus muséal. Donc je dirais déjà que je suis passée par différents réseaux. Et finalement, ça correspond bien à ma personnalité du moment. Ok. Voilà. Mais oui, avec une distance. Quoi. Ouais. Avec une distance. C'est plus sain. Ouais, c'est ça, c'est plus sain. Surtout que j'imagine qu'effectivement, toi, tu es face à des critiques qui peuvent être parfois qui peuvent être plus facilement très personnelles. De par ce que tu proposes aux gens, quoi. Ouais, souvent en fait la critique, alors il faut savoir que c'est très souvent alors soit t'es designer, soit t'es illustrateur, soit t'es auteur, soit t'es dev, soit t'es animateur, mais tu peux pas être un boogie-boulga de tout. C'est un peu ce qu'on me reprochait. Moi c'était un peu le côté touche à tout et du coup pas bonne partout, enfin il y a un peu ce côté-là. Ou sinon tu fais trop de trucs différents. Voilà. Et au contraire, maintenant, je me dis c'est plutôt ma force. Le côté, on touche à tout en termes de technique d'expression, mais pour trouver un usage pertinent, parce que c'est vraiment, en fait, aussi d'avoir écrit un mémoire là-dessus, d'avoir bien digué au niveau théorique, ça m'a aidé. Et puis après, le côté d'avoir plein d'envie et de faire un peu plein de choses très différentes, ça, c'est une force aussi. Mais le monde a changé. Je dirais que maintenant, il y a beaucoup plus de profils comme ça. C'est-à-dire que le côté t'es développeur et tu fais de la maille, il y en a plein maintenant. Ouais. Voilà. Du coup, pour terminer, c'est ce que j'ai envie de peut-être parler un peu plus de la suite. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, du coup, t'es
tu es sur des modes d'expression qui nécessitent, j'imagine, beaucoup de veille, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est des technos et des métiers qui changent, des outils qui changent énormément. Est-ce que maintenant que la VR et la R vont commencer à prendre un nouvel essor avec Apple qui a présenté son Vision Pro il y a quelques semaines, est-ce que toi, du coup, maintenant, tu vas t'intéresser à autre chose en disant, ça y est, maintenant, il faut passer à autre chose. Est-ce que toi, tu veux continuer à travailler sur ces outils très numériques et très immersifs, où tu as envie de revenir, on parlait de la poterie tout à l'heure, tu vois, des choses un peu plus terre à terre, pour reprendre l'image de la poterie. Alors c'est drôle parce que oui, je vois déjà le mouvement de revenir beaucoup à ce qui est très... Tu vois, tu parlais de menuisier tout à l'heure. Je comprends très bien qu'il y a plein de gens qui veulent revenir à des travaux très concrets. Alors moi, je dirais qu'effectivement, moi j'ai fait de la réalité augmentée depuis 6-7 ans. Et je vois que ça prend vachement maintenant, mais alors que c'est pas que je suis passée à autre chose, je pense que ça reste une technique que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très démocratique. Tout le monde peut utiliser son téléphone, une image qui s'augmente, c'est devenu courant, disons. La VR, quand je me suis intéressée à ça, alors personnellement, j'ai pas eu la sensation que ça perçait, que c'est vraiment arrivé en fait chez les gens, que ça s'est démocratisé. Donc je bifurque un peu. Là, je vais un peu sur le côté projection parce que je trouve que l'immersion, la projection, je trouve ça assez intéressant. Les IA, je trouve que c'est assez intéressant aussi, mais je regarde un peu de loin comme une bête curieuse et je comprends aussi les débats qu'il y a derrière ça. Mais voilà, je pense que c'est vrai que je pense que la réalité augmentée, c'est quand même un truc très qui va beaucoup marcher et ça m'intéresse toujours. Mais effectivement, j'ai un peu cette sensation des fois de me détourner de quelque chose qui est en train de prendre son essor. Mais ça, je peux pas le contrôler, quoi, malheureusement. Donc, je vais un peu là où j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Comme je disais, en fait, c'est à la fois moi qui veux et les gens qui me veulent à cet endroit-là, quoi. Mais du coup, tu restes sur des choses immersives. Sur des choses immersives, du coup, très high-tech. Après, high-tech, un niveau... la projection, le mapping 3D, c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est pas n'importe quoi. Oui, mais ouais, il pourrait y avoir... Oui, mais je pense que d'avoir ce côté-là, je trouve ça assez réjouissant. Enfin, je sais pas, quand on fait des petites images dans un livre et que d'un coup, on voit toute une pièce qui bouge, ouais, c'est vraiment... c'est kiffant, quoi. Enfin, donc, aujourd'hui, c'est un peu d'aller là. Ok. Ouais. Canon. Merci beaucoup, Julie, pour cette discussion. De rien. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de cette série spéciale. Il y a encore pas mal d'épisodes prévus. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. J'espère que, comme moi, vous prenez beaucoup de plaisir à écouter tous ces artisans et tous ces artistes qui viennent nous raconter un peu leur histoire. Moi, je trouve ça en tout cas fascinant et j'espère que ça va nous amener plein d'idées pour la rentrée avec tout ce qui se passe avec ces nouvelles technos. Effectivement, on a parlé du Vision Pro qui va, je pense, aussi changer pas mal de choses. J'espère que ça va vous enrichir autant que moi ça m'a enrichi de rencontrer toutes ces personnes. Je vous remercie beaucoup, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour plein de nouveaux épisodes sur plein de techno. On va à nouveau s'éclater pour cette 5e année du podcast IFTTD. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous dis rendez-vous à la rentrée et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.